Bonjour, il est exactement 11h38. Bienvenue dans le grand forum de Radio Pays. Alors aujourd'hui, nous sommes particulièrement fiers de recevoir des jeunes Guyanais, je dirais même des très très jeunes, puisque ce sont une fille et des garçons qui ont décidé de créer une société qui s'appelle Synergie Group. Alors, avant de vous donner leur prénom, je vais quand même essayer de faire une petite présentation de cette société, ma foi, qui me paraît déjà pas mal achalandée en termes de matière grise. Alors, c'est une société multidisciplinaire qui regroupe des architectes, ingénieurs et analystes financiers, rien que ça. Société innovante qui pratique aussi l'ingénierie géographique, la technologie de conception et d'exploitation des bâtiments. Alors, les cofondateurs sont Anaïs Kang, elle est cofondatrice de cette société Synergie Group. Elle est diplômée en architecture et habilitée à examiner la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Il y a aussi Luigi Teolade, cofondateur, diplômé de l'école d'ingénieurs Estaca et possède un master spécialisé en finance de l'ESSEC Business School. Et celui qui est invité sur le plateau pour les représenter, parce que gestes barrières oblige et distanciation sociale oblige, n'est autre que Olivier Osier-Lafontaine, diplômé d'ISAAE Supraréo en conception et maintenance des systèmes aérospatials. Rien que ça. Olivier Osier-Lafontaine, bonjour. Bonjour Dom. Comment ça va? Ça va très bien. Très content d'être ici et merci beaucoup de ton invitation. Ben, il n'y a pas de souci. Alors, bien sûr, pour des histoires de gestes barrières et des calendriers, déjà à votre âge, vous avez des calendriers particulièrement chargés, j'ai envie de dire. Et c'est tant mieux. Comment vont les associés? On peut déjà te saluer Luigi à travers les réseaux sociaux, qui doit certainement nous regarder en ce moment. Ah, c'est sûr. Il est connecté H24 avec la Guyane, malgré le fait qu'il soit basé à Londres, mais c'est vraiment quelqu'un qui est présent avec nous, qui suit l'actualité, qui suit Radio Pays. Il est vraiment connecté H24. Donc salut Luigi. Ouais. Je sais pas si tu me vois la vidéo, voilà. Donc je te fais un petit big up. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il fait exactement Luigi? Il est passionné de la finance lui aussi, pour compléter un petit peu sa présentation. Alors Luigi, c'est avant tout passionné de travail, avant d'être passionné de la finance. Un gros bosseur donc. Voilà, c'est ça. En fait, un peu tous, on est tous des gros bosseurs. Lui particulièrement. Donc du coup, lui, c'est un analyste financier. Donc du coup, il s'occupe justement de tout ce qui est achat-revente de matières premières. Et donc il est justement en charge d'élaboration d'algorithmes qui va venir analyser le marché en traitant un énorme flux de données. Et ces algorithmes-là vont prendre des positions sur le marché, donc c'est-à-dire vont venir faire des achats ou de la revente de matières premières. D'accord. Alors, je continue avec le CV de Luigi. Il a connu un passage Airbus, notamment en Allemagne, en qualité d'ingénieur. Oui, là, c'est exactement ça. Alors, en fait, on est tous les deux à la base diplômés d'école d'ingénieurs. Lui, Estaca, et moi, ISAE Supraréo. Et donc du coup, il a commencé justement en tant qu'ingénieur aéronautique auprès d'Airbus. Et après, donc il a eu un moment de réflexion et il s'est finalement réorienté vers la finance. D'abord justement par un passage auprès de l'ESSEC, là où il a pu décrocher un master spécialisé de finance des marchés. Et donc par la suite, avec son diplôme en poche, il s'est ensuite envolé pour Londres, où justement il exerce de manière partielle, parce que l'autre partie de son temps, il le consacre aux activités de Synergie Group. Alors, ce que je comprends, avant de s'envoler vers Londres avec son diplôme d'ingénieur de la finance, il a quand même fait un passage par BNP. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, il a fait un court passage en France. Voilà, c'est ça. Donc, il a fait un court passage à Paris, justement au sein de la BNP. Le temps justement avant d'appréhender ce qu'est justement la finance des marchés outre-Manche. Donc il a d'abord exercé à Métropole pour pouvoir faire ses armes, et une fois qu'il était prêt, donc il est parti, il s'est envolé pour Londres. D'accord. À l'heure actuelle, il doit être dans la salle des marchés, il me semble. Hein. Alors je sais pas comment il va nous regarder et trader en même temps. Je sais pas, mais bon, lui c'est de bonne chance. Pas de souci, mais je ne doute pas qu'il est capable. D'accord, nous lui faisons confiance. Alors, elle fait partie aussi des membres fondatrices, Anaïs Kang. Je l'ai présentée avec son diplôme d'architecture et qu'elle a aussi une habilitation pour exercer
en son nom propre, mais pas que. Ouais. Pas que. Elle fait beaucoup d'autres choses, puisque je vois qu'elle est passée notamment par le Patriarchenko. D'accord. Anaïs aussi a travaillé et a été certifiée BIM Manager. Elle a travaillé aussi pour un gros groupe d'architecture, enfin plutôt une agence, AK Architecture. Tout ça, c'est de l'expérience qu'on emmagasine pour mettre au service de qui après? Mais, alors en fait, nous, au fond, depuis tout jeune, en fait, on se connaît, et depuis tout jeune, on a toujours rêvé de vouloir créer une entreprise en Guyane à l'image justement de tous ces grands entrepreneurs américains qui ont bercé notre jeunesse et qui nous ont fait rêver. Qui vous a fait rêver, par exemple? Par exemple, on peut citer Steve Jobs, par exemple, naturellement, Elon Musk, un peu plus tardivement, mais toute cette génération d'entrepreneurs ont bercé justement notre enfance et étaient en quelque sorte des véritables héros pour nous. Et c'est vrai que du coup, depuis tout jeune, on voulait créer quelque chose, on ne savait pas quoi. Je compte même pas le nombre de soirées qu'on a passées à faire du brainstorming, à réfléchir, à essayer de trouver l'idée du siècle. Donc après, ça s'est terminé. Les années passent, on regarde la réalité en face, et donc chacun part faire ses études et trace son chemin de son côté. Et pourquoi pas aujourd'hui pour se réunir. Et on fait justement après quelques années d'expérience en métropole, à Londres et autres, justement de pouvoir récupérer et mettre à profit de la Guyane toutes ces connaissances que l'on a acquis. D'accord. Alors, quant à vous, Olivier Zélafontaine, vous êtes passé par la Californie, à San Diego, vous êtes passé par le CNES, vous êtes passé par Airbus. Racontez-nous un petit peu. Alors, en fait, moi, à la base, je ne sais pas quoi faire. Tout ce que je savais que j'aimais, c'était prendre l'avion et également toucher à tout. Donc, quand on ne sait pas quoi faire, ce qui est bien, c'est de faire ingénieur. Parce que ingénieur, c'est un peu le poste pour tout dans l'entreprise. On peut faire un peu tout, n'importe quoi. Si fourre-tout que ça? Je suis pas sûr, hein. Mais bon, en fait, l'ingénieur, c'est vraiment une capacité, justement, d'adaptation. Et c'est vrai que, par exemple, souvent, par exemple, on fait des études d'infirmier, par exemple, on va apprendre, par exemple, à recoudre des personnes et tout. Quand on fait ingénieur, on apprend des choses, justement, à l'école qu'on va pas du tout reproduire dans le cadre de l'entreprise. Donc, en fait, ce qu'il faut garder, c'est une capacité d'adaptation et une capacité de raisonnement, de pouvoir gérer des problèmes, identifier les causes. Et donc, du coup, c'est pour ça que ne sachant pas quoi faire, mais aimant prendre l'avion, du coup, je me suis lancé dans des études d'ingénieur aérospatial. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté, votre passage par San Diego? Alors, la Californie de la Guyane. Ah oui, c'était l'une des meilleures expériences de ma vie, dans le sens où ils ont une approche de la pédagogie qui est totalement différente de celle que l'on peut avoir en France et en Europe. Un exemple? Alors, c'est-à-dire, par exemple, quand j'étais en école DG en France, j'avais cours de 8h à 19h et vraiment beaucoup de théorie. Quand j'étais à San Diego, les cours, c'est 3 cours max par trimestre. Chaque cours, il y a à peu près 1 heure par jour et au niveau de la semaine, on a à peu près 4 heures de cours. Donc en fait, il y a très peu de cours et beaucoup justement de travaux dirigés à la maison et surtout, on vous donne les moyens de pouvoir mener vos recherches. Vous avez surtout ce qui est le plus important, c'est que vous avez un travail de recherche à faire. D'accord. Pour ma part, c'était justement l'efficacité de ce qu'on appelle les winglets. Ce sont les petites ailettes qui sont au bout des ailes d'avion. Et en fait, vous avez tous les moyens matériels pour pouvoir mener vos recherches. Par exemple, on avait la clé de la soufflerie. On pouvait y accéder 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vraiment, vous concevez, vous fabriquez et on vous met à disposition des moyens de recherche considérables. D'accord. Alors, pour revenir sur l'avion, les petits ailettes qu'on voit au bout, on peut dire qu'il y a un petit morceau de Guyane là-dedans? Ce travail a donné lieu à une publication. Cette publication-là, elle était libre de droit. C'était en 2011. Là, ce qu'on observe, c'est que sur tous les avions de dernière génération, ils ont tous des winglets qui sont assez prononcés par rapport aux avions d'ancienne génération. Donc, j'ose espérer
Voilà, peut-être. Et pour que tu es sur l'avion, ça a changé quoi sur l'aéronautique et notamment l'avion? Mais alors en fait, je vais aller sans trop rentrer dans le détail. Oui, s'il vous plaît. Mais en fait, quand on a une aile d'avion, il y a ce qu'on appelle la traînée. Donc en fait, le souci, c'est qu'en fait, vous avez une surpression qui est au-dessous de l'aile d'avion et une dépression qui est au-dessus de l'aile d'avion. Ce qui porte l'avion, on a à peu près un tiers par rapport à la dépression qu'il y a au-dessus de l'aile d'avion. Donc l'aile d'avion est littéralement aspirée. Donc on a à peu près 2 tiers de dépression, 1 tiers de surpression. Le problème, c'est que quand on est à l'extrémité de l'aile, vous avez plus de pression, je suppose. Mais en fait, vous avez justement un point de singularité où au-dessous de l'aile d'avion, vous avez une surpression et au-dessus de l'aile d'avion, vous avez une dépression. En fait, tout ça va créer justement une turbulence justement une turbulence de flux d'air. Et en fait, le but des wingdets, c'est entre guillemets de pouvoir séparer cette dépression. Je veux dire. Voilà, c'est ça. C'est vraiment apporter une barrière physique entre justement cette dépression et cette surpression. Alors, vous savez, maintenant, je regardais les petites ailettes d'avion autrement. Alors, elle nous a rejoint sur le plateau. Bien sûr, Anaïs Kang est parmi nous. Alors, rapprochez peut-être le micro un petit peu. Voilà, impeccable, oui. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça va? Avec plaisir, ça va très bien. Alors, on a parlé un petit peu de vous, mais il n'a pas été très prolixe. Je pense que c'est toujours plus facile pour quelqu'un de parler de soi-même. Alors, expliquez-nous votre parcours. Alors, donc moi, j'ai fait ma scolarité en Guyane. Et puis ensuite, j'ai toujours voulu faire des études d'architecture. Donc, comme il n'y en a pas en Guyane, j'ai dû partir en métropole, donc faire une école d'architecture. Ouais. Donc, je suis d'abord allée à Clermont-Ferrand pour faire ma licence. Et ensuite, j'ai fait mon master à Paris et ma HMO, donc l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Entre Paris et Cayenne, c'était en alternance. Et ensuite, donc j'ai travaillé dans une grande agence de métropole, donc Patriarche & Co. Et ensuite, je suis venue travailler en Guyane. D'accord. Alors, comment vous êtes connus? Vous êtes des amis d'enfance depuis tout petit? Vous rêviez ensemble ou vous vous êtes dit tiens, ce sont des Guyanais qui se sont rencontrés tout à fait par hasard en France ou ailleurs? Ils se sont dit tiens, on va faire quelque chose ensemble. Alors en fait, Luigi, c'est un ami d'enfance. On a un petit groupe soudé, vraiment très soudé d'amis. Et Anaïs, on s'est rencontrés dans le cadre justement de mes fonctions du CNES après un lancement. C'était à Sierra Ariane. D'un lancement, ouais. Voilà, et en fait, ça a plus que matché, je dirais. Ça a dépassé le cercle du travail. D'accord. Je vais tout de suite prendre un appel avant de continuer avec vous, Anaïs. Radio Pays, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Tout autre chose. Depuis ce matin, je marre en métropole. Quelle métropole? Bordeaux est une métropole. Dites-moi, dans l'Hexagone ou en France. D'accord? Après, j'ai encore que m'entendre 2 fois la figure en métropole. Oui, d'accord. Bon, merci, à bientôt. Merci pour la petite réflexion. Le monsieur n'était pas d'accord quand on dit la métropole, mais bon, ce sont des petites déformations, je dirais, linguistiques qui nous est... Alors, Anaïs, pour continuer dans votre parcours, oui. Vous avez fait quoi d'autre? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes architecte, d'après ce que je lis. Non seulement vous êtes architecte, mais vous êtes aussi... Vous pouvez faire de la maîtrise d'œuvre en nom propre. Ça veut dire quoi, ça? Donc, à la fin du master, on a un diplôme d'état d'architecte. Et ce diplôme-là ne nous permet pas d'exercer en son nom propre. Donc, du coup, on a en fait, à la dernière année, est une alternance où on valide en fait, donc devant un jury, notre expérience au bout d'un an. Et cette expérience qui est validée, donc, nous permet après d'exercer en son nom propre si c'est validé par un jury. D'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé, j'ai envie de dire, d'être dans une société. Vous pouvez très bien dire, moi, Anaïs Kang, je suis les travaux, il n'y a aucun problème. Voilà, on peut exercer en tant que salarié. C'est plus de liberté? Oui, c'est plus de liberté parce que sinon, je n'aurais pas pu ouvrir ma boîte, en fait, et exercer de moi-même. D'accord. Alors, vous vous êtes rencontrés au cours d'un lancement de fusée. Vous avez traficoté quelque chose dans la fusée. C'est quoi le souci?
Non, c'était un lancement qui était parfaitement réussi. Mhm. Et donc du coup, justement, on s'est croisés tout à fait par hasard. Et donc de fil en aiguille, justement, on était amené à échanger justement sur le travail respectif. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Mhm. Là, on a identifié une possibilité d'avoir des synergies. Mhm. Et notamment, justement, le point d'entrée a été ce qu'on appelle le BIM. Donc en fait, le BIM, c'est rien d'autre que justement de modéliser le bâtiment d'une telle manière à pouvoir modéliser toutes les informations techniques sur ce bâtiment-là. Et en fait, l'idée, c'est qu'en fait, en phase de conception, on va venir justement générer des datas, mais que ces datas-là soient réutilisées lors de l'exploitation du bâtiment. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la construction représente à peu près que 25% du coût des bâtiments Mhm. sur le cycle de vie de 30 ans. D'accord. 75%, c'est l'exploitation maintenance. Et donc, du coup, c'est pour ça que pour l'exploitation maintenance, on a besoin de récupérer ces données qui sont générées au travers de la maquette numérique en phase de conception, de pouvoir les réutiliser pour pouvoir justement exploiter au mieux le bâtiment. D'accord. Et le petit passage au CSG, vous faisiez quoi? C'était... Alors donc du coup au CSG, donc j'étais au Je service. suis curieux, je sais. Je veux tout savoir pour les auditeurs. Alors donc j'étais au service sauvegarde sol du CNES. D'ailleurs je vois un petit coucou à tous mes collègues. Et en fait du coup mon travail c'était de faire en sorte que de par conception, les lanceurs ne génèrent pas de risque majeur durant leur mise en œuvre. Comme vous savez, il y a un certain nombre. Grosse responsabilité alors. Oui, justement, oui. On peut dire ça. Mais c'est ça, c'est que un lanceur contient un certain nombre de produits dangereux. Et en fait, justement, donc il faut faire en sorte que les opérateurs puissent justement exploiter ce lanceur en toute sécurité vis-à-vis déjà de eux-mêmes et par rapport aux tiers qui peut y avoir. Alors, vous êtes deux cofondateurs sur le plateau. Le troisième n'est pas là, c'est-à-dire Luigi Thiolade. Comment ce groupe s'est mis en place? On connaît l'histoire entre vous et Anaïs, mais j'ai envie de connaître l'histoire aussi entre vous, Anaïs et Luigi. Comment ça s'est passé? Alors, je vais dire deux mots. Oui. Alors, en fait, donc, je pense que ça s'est passé tout d'abord entre moi et Olivier. Donc, petit à petit, il a compris c'était quoi l'architecture et je pense que je lui ai transmis un peu de ma passion et voilà, il s'est mis un peu dans le bain. Et ensuite, le groupe Synergie, en fait, il s'est fait. En fait, il nous manquait un maillon dans la chaîne, c'est-à-dire que voilà, pour construire un bâtiment, il faut un architecte, un ingénieur, mais il faut aussi toute l'analyse financière qu'il y a derrière. Et donc, c'est à ce moment-là, on s'est posé pas mal de questions et Luigi a commencé à se rapprocher de notre groupe et on a décidé voilà, de faire une synergie entre ces trois compétences qui sont vraiment essentielles donc pour la construction. D'accord, écoutez, il y a eu des moments de rêve, des moments de doute. En fait, pas mal de moments de doute, parce qu'en fait, entre le moment qu'on a créé l'entreprise et maintenant, on a connu deux crises, celle de 2017 et puis celle actuellement du Covid. Et en fait, justement, c'est créer une entreprise au moment de crise économique. C'est pas là vraiment le meilleur moment pour pouvoir justement développer une activité. Et en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir confiance en son produit, savoir qu'on apporte quelque chose, savoir qu'on va vraiment innover. Et c'est vraiment ce qui nous pousse à continuer au corps et au corps. Mmh. Alors, vous avez pris quand même des références de très haut niveau quand on parle d'Elon Musk et qu'on voit ce qu'il est en train de réaliser aujourd'hui. Vous avez cette ambition-là en vous? Il faut toujours rêver plus grand. Mmh. Toujours rêver plus grand. Il ne faut pas justement s'enfermer et justement se dire qu'au Guyane, on n'a pas les moyens pour... Oui, au Guyane, il y a des talents et justement, on se doit de rêver toujours plus grand pour pouvoir offrir toujours plus à la population. Mmh. Anaïs? Oui, tout à fait. Je suis Olivier et aussi,
ce pourquoi aussi on est là, c'est pour vraiment montrer notre expérience et montrer que voilà, on peut faire des choses même si on est jeune, guyanais, et du moment que voilà, on a fait les études pour et qu'on est ambitieux, il n'y a pas de barrière en fait, il suffit de foncer. Et en ce moment, le plus gros rêve pour vous, ce serait lequel? De pouvoir se développer. Ça aurait pu être une question en conclusion, mais je préfère vous la poser tout de suite, parce que nous parlons de rêve. Ben, ce serait de se développer au dehors de la Guyane, cibler les autres îles, la France et l'Europe. D'accord. Alors, comme tout jeune, je rencontre pas mal de jeunes. Dernièrement, j'avais Barbara Douglas sur ce plateau. Il y a toujours ce même discours qui revient. Quand vous revenez de vos études, alors que tout le monde dit il faut que nos jeunes ils aillent s'instruire, il faut qu'ils aient des diplômes, il faut qu'ils aient de la compétence. Et quand ils reviennent, ils disent toujours qu'ils ont certaines difficultés à rentrer dans le marché du travail en Guyane. Ça vous est arrivé aussi? Vous avez connu cette expérience? Oui, au début, ça n'a pas été évident. On n'a pas eu d'aide, en fait. On s'est fait par nous-mêmes. Et donc, il a fallu coupler, on va dire, le travail. Donc, au début, on était tous salariés. Donc, ça nous a aidés financièrement. Et en même temps, on a pris sur nos week-ends, on a pris sur notre temps libre pour développer toute cette entreprise. Mais, ça demandait beaucoup de temps, oui, je suppose. Oui, et c'est exactement ça, c'est qu'en fait, on a bénéficié d'aucune aide. Et en fait, c'était d'autant plus compliqué qu'on fait beaucoup d'innovation. L'innovation, ça nécessite du temps et ça nécessite aussi d'acheter du matériel qui est particulièrement onéreux. Beaucoup d'investissement, donc. Voilà. Et en fait, par exemple, pour citer un exemple d'innovation, ça fait depuis 2016 que justement on fait ce qu'on appelle de la réalité virtuelle. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini de concevoir l'espace pour le client, donc le client il vient, on lui met justement le casque de réalité virtuelle et il est vraiment immergé dans son projet. On peut simuler la texture, les matériaux, l'éclairage artificiel, la courbe du soleil, tout, etc. Et vraiment, l'idée, c'est que le tel que conçu soit le tel que construit. Et que le jour que le client retire son casque, que le tel que construit, il ne voit pas la différence. Oui. Voilà, c'est ça. Et par exemple, dans le cadre de cette innovation-là, on a consulté, par exemple, les aides européennes et tout. Et en fait, on n'a jamais eu de retour favorable à nos différentes demandes de subventions. Et je dirais que c'est un peu ça qui est un peu compliqué. Donc là, aujourd'hui, par exemple, on a changé d'approche et aujourd'hui, on recherche des financements au travers d'appels à projets à l'échelle nationale où là, on est mis en concurrence avec des grands groupes français, par exemple. Donc là, par exemple, on a répondu sur un appel à projet sur la conception de logiciels de conception des bâtiments de basse consommation d'énergie. Pour ce projet-là, par exemple, le CSTB, donc le Centre scientifique technique du bâtiment, qui est un organisme d'excellence en matière d'innovation pour les bâtiments, a accepté de nous rejoindre dans notre équipe. Et donc là, justement, on est dans l'attente d'un retour au niveau de financement sur ce projet-là. Donc aujourd'hui, nous, on est forcé d'aller trouver du financement dans le cadre d'appel à projet en métropole directement, où là, on est mis en concurrence avec de grands groupes français, malheureusement. Carrément, quoi. Ça. Ça fait partie du rêve, j'ai envie de dire, de se confronter aux autres, surtout aux plus grands. Mais il faut pas avoir peur, justement, parce que on a vu qu'au sein de notre parcours personnel, on a réussi justement à travailler dans de grands groupes européens. Par exemple, pour Anaïs, c'est pour l'agence Patriarchenko. Pour le GMOA, c'est avec Airbus. Donc du coup, c'est pour ça que ça nous donne une certaine confiance que le fait que les entreprises françaises et européennes ne soient pas meilleures que nous, justement. D'autant plus que vous avez fait les mêmes études, il me semble. Exactement. D'accord. Alors, pour rester au niveau local, ça n'a pas été décourageant quelquefois de voir qu'on essaie d'apporter sa compétence et que c'est pas évident, c'est très compliqué de trouver des aides, qu'on ouvre des portes. C'était décourageant quelquefois ou au contraire, vous êtes inspiré de ça, vous avez pratiqué l'esprit de résilience, vous êtes dit, ah bon, c'est comme ça, ok, vous allez voir. Je caricature un peu, bien sûr. C'est exactement le mot que j'allais dire, on est résilient. Vous êtes résilient, ouais. Et sans être résilient,
on va nulle part, on finit découragé et on arrête de faire ce qu'on a rêvé de faire. Et donc alors du coup, c'est pour ça que justement, heureusement qu'on est à 3. Des fois, à un moment de doute, on est les 2 autres associés pour pouvoir justement rappeler d'où est-ce qu'on vient, mais surtout où est-ce qu'on veut aller. Et justement, aujourd'hui, on a toute confiance que là où on veut aller, que l'on ira, peut-être plus longtemps que ce qu'on avait imaginé, mais que, in fine, qu'on va finir par y arriver. Alors, vous pensez qu'on ne fait pas assez confiance à nos jeunes diplômés en Guyane? Oui, on l'a de toute façon. Ah, vous l'avez touché du doigt, je pense. On s'est confronté à ça, on nous a difficilement fait confiance, le fait qu'on n'était pas reconnus ou connus. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? Pourtant, vous avez les diplômes, vous êtes parti, vous êtes coupé du cocon familial, ça a été beaucoup plus compliqué que vous, parce que quitter sa Guyane pour aller faire des études aux États-Unis, en France, en Allemagne, etc., ça prouve quand même qu'on a la volonté d'avancer. Mais qu'est-ce qu'on vous dit pour justifier le fait qu'on ne puisse pas vous faire confiance, ne pas vous aider? Et peut-être qu'est-ce que les amis vous disent aussi de votre âge? En fait, ce qui est compliqué, c'est que aujourd'hui, par exemple, vous voulez candidater sur un marché, on vous demande d'avoir des références. Mais comment avoir ces références si jamais vous n'avez pas, si jamais vous n'êtes jamais retenu sur un marché parce que vous n'avez pas si cette on vous référence. a pas donné votre chance, oui. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça la complexité, c'est de se faire un nom, sachant que on n'a pas accès à la compte publique parce qu'on est jeune, on est récent sur le marché et qu'on n'a pas suffisamment de références par rapport aux grands groupes guyanais existants. Donc déjà, pour ce faire, comment on fait? Donc nous, on s'est centré justement sur le marché privé et justement, on mise beaucoup sur l'innovation pour pouvoir se différencier de la concurrence. On mise aussi sur le fait de proposer toujours plus de services, toujours moins cher, pour pouvoir justement arriver à percer et justement à se faire un nom. On mise aussi sur le fait de faire les choses d'une manière qui n'a jamais été faite auparavant. C'est-à-dire que, pour donner un exemple très concret, c'est que aujourd'hui, on a un client qui veut venir nous voir pour concevoir un projet immobilier. Notre structure, architecte, ingénieur, analyste financier, est unique en Guyane. Donc en fait, ça permet de prendre en compte, au sein de la même structure, toutes les composantes d'un projet immobilier. Que ce soit les aspects bioclimatiques, les aspects fiscaux, les aspects de rentabilité financière, les aspects architecturaux, tout ça est pris en compte à l'échelle d'une entreprise. Et par exemple, dans le cadre de projets d'investissement locatif, nous, on va simuler des coûts sur 30 ans. Par exemple, les taxes foncières, les vacances locatives, les réparations, et tout, etc. Et ce qu'on va garantir aux clients, c'est pas seulement un ouvrage qui est beau, c'est pas seulement un ouvrage qui est performant sur le plan énergétique, mais ça sera également un ouvrage qui sera rentable. On va lui garantir un taux de rentabilité un vrai sur suivi 30 ans. aussi. Un vrai suivi aussi. C'est vraiment ça. Nous, on veut faire plus de suivi pour les clients. On veut l'accompagner plus. Et surtout, sur tous les aspects qu'un projet touche. Pas seulement l'architecture, mais également tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est gestion patrimoniale, tout ce qui est également bioclimatique. D'accord. Et c'est quoi votre rôle là-dedans, Anaïs? Moi, j'interviens surtout au début, en phase vraiment conception et tout ce qui est ergonomie autour du bâtiment. Voilà. Donc, ça veut dire quoi, si je vous comprends bien? Je vais peut-être employer un mot que j'ai déjà entendu comme ça dans le milieu du bâtiment et de la construction, justement. Votre projet, entre l'architecture, l'ingénierie, l'analyse financière, c'est quelque chose de clé en main. C'est-à-dire que vous substituez au client, au lieu qu'il aille chercher, je sais pas moi, aller chercher son architecte, aller voir la banque, aller par exemple au niveau du domaine pour se dire alors le terrain il est constructible, pas constructible. Vous chargez de tout ça en fait. Exactement. Et en plus, on s'appuie justement sur des outils que l'on va venir développer en interne. Donc c'est notamment le cas par exemple pour le code de calcul pour la conception des bâtiments de basse consommation, mais c'est également le cas par rapport à notre nouveau pôle qui est les systèmes d'information géographique, où là justement on a dans notre SIG toutes les données qui concernent le territoire. Non seulement les données réglementaires, donc tout ce qui peut être plan local d'urbanisme ou encore tout ce qui est plan de prévention des risques majeurs, mais également les données techniques, comme par exemple la nature du sol, le relief et tout, etc. Et en fait, notre connaissance du territoire que l'on a par rapport à tous ces outils qu'on a développés,
on va le mettre au service, justement, du projet de nos clients. D'accord. Et vous avez un projet qui vous tient peut-être à cœur en ce moment. Si vous voulez pas dévoiler, c'est pas grave, hein. Mais un gros projet qui vous ferait rêver en ce moment, peut-être au niveau, peut-être à l'international ou au niveau de l'Hexagone. En fait, pour ma part, je vais laisser parler Anaïs parce que des fois j'ai tendance à trop parler. J'ai mon excuse. Pour ma part, il y a 2 projets. Déjà, le premier, c'est sur justement ce projet d'application en partenariat avec le CSTB, parce que ça, ce sera vraiment une belle démonstration qu'une société guyanaise nouvellement créée peut collaborer avec un grand groupe reconnu à l'échelle internationale tel que le CSTB, et surtout que le coût carbone de l'électricité en Guyane est particulièrement élevé, plus élevé qu'aux Antilles, plus élevé que justement qu'en métropole. Et le secteur du logement fait partie des secteurs les plus énergivores. Donc, si au travers de notre application, on arrive justement à promouvoir des bâtiments plus responsables, moins consommateurs d'énergie, ce serait vraiment un fier service qu'on aurait rendu au territoire. Donc ça veut dire que vous comment je vais dire ça, vous calculez tout, c'est vraiment un suivi minutieux donc. Alors en fait, dans le cadre de ce projet-là, en fait, il y a déjà un premier socle d'application qui est déjà fonctionnel. Et l'objet justement de l'appel à projet, c'est de venir compléter ce socle-là, parce que dans un bâtiment, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Il y a les questions d'isolation, il y a les questions d'aération. Et donc en fait, le but, c'est au travers de cet appel à projet, de venir compléter ce socle qui est déjà existant et surtout de faire en sorte, dans le processus de conception, de favoriser l'usage de matériaux locaux. Ces matériaux-là sont bien souvent mieux disant en termes de caractéristiques d'isolation, mieux disant en termes de ce qu'on appelle l'énergie grise. L'énergie grise, c'est une énergie qui est consommée pour la mise au point d'un matériau, donc sa construction et par exemple son transport. Donc le but justement, c'est de concilier tous ces aspects-là au travers de cet appel à projet afin de pouvoir finaliser ce premier socle qui existe déjà. Et le second projet qui me porte particulièrement à cœur, c'est justement le développement de notre gamme de systèmes d'information géographique à destination de la santé. En particulier, là par exemple, il y a eu de nombreux reportages qui ont été faits sur la partie Covid, mais nous, on a surtout en ligne de mire la dengue, parce que la dengue, c'est quelque chose qui, on va pas dire local, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que pour résoudre des problèmes locaux, il faut des outils locaux. Parce que eux, au moins, ils prennent en compte les spécificités du territoire. Et trop souvent, on va chercher justement des outils qui sont développés en métropole. À l'extérieur, hélas. Et quand par exemple, il est midi, on a un problème, on n'a plus personne. De décalage horaire. Voilà, il n'y a plus personne. Alors que si on s'appuie sur du savoir-faire locaux, on a l'assurance que de par cette proximité-là, parce qu'on n'est pas à 8000 km du territoire national, on n'est pas à 5 heures de décalage horaire, on a l'assurance qu'en local, on aura toujours quelqu'un. Alors justement, Anaïs, vous êtes revenu au pays, tout ce petit groupe, à part Luigi qui devrait rentrer très bientôt, et je l'attends parce qu'il me doit un petit pont. Enfin bon, c'était pour la petite blague, parce qu'il joue très bien au foot, Luigi. Vous comprenez le fait que tout le temps, on doit se tourner vers l'Hexagone ou ailleurs, alors qu'en Guyane, j'ai envie de dire que vous êtes la preuve de ce qu'on peut faire, de ce qu'on pourrait faire. Parce que moquez pas les créoles, là. Ils ont l'école, ils ont des matières grises plein qu'ils ont tête. Mon pas penser, je ne pense pas que vous seriez retrouvé à San Diego, en Allemagne ou ailleurs, s'il n'y avait pas la capacité. Donc, comment vous analysez ça? Là, on va toucher quelque chose de sensible. Je vous demande pas de prendre parti. Je vous demande juste une petite analyse très franche, quoi. Sujet compliqué, hein. C'est un sujet très compliqué. Et on risque de fâcher certaines personnes en plus. Aussi, donc prenez pas ce risque, hein, je vais le prendre à votre place. Ouais. Voilà.
Non, mais c'est vrai, moi, je me pose toujours la question. Effectivement, ce problème de décalage horaire, quand il est 17h, effectivement, tout est fermé, alors que nous, la vie continue. On est obligé d'attendre demain et le lendemain. Et tout ça, c'est du temps perdu. On est d'accord? Tout ça, c'est du temps perdu. Alors, justement, je vous ai vu au cours d'un reportage, sans parler de santé, bien sûr, que votre projet, vous pouvez le décliner. Vous avez parlé de la dengue, mais on a vu que pour le Covid, parce que beaucoup de maires se sont plaints, qu'ils n'ont pas de données, ils savent pas comment s'organiser, ils savent pas dans quel quartier. En rappelant bien sûr que vous n'avez accès à aucune donnée de santé, parce que la santé, c'est verrouillé. Comment avez-vous fait pour mettre cela en place, ou alors dériver le projet pour aider les maires, pour aider les maires et la santé. Alors en fait, vous l'avez dit, c'est qu'en fait, on a développé une application à la base justement pour l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Et en fait, on a constaté que à de nombreuses reprises, les élus de Guyane se sont plaints de l'absence de cartographie des clusters de Covid. C'est le bon mot, la cartographie, oui. Voilà. Et donc en fait, du coup, on s'est dit, mais on a ce savoir-faire-là, pourquoi pas le mettre à profit et contribuer à la lutte contre la propagation du virus. Et donc en fait, du coup, c'est comme ça qu'on a proposé une solution. Et en fait, pour pouvoir la valider, en fait, on s'est basé sur des données fictives qu'on a simulées. Et on a travaillé avec, pour ça, on a élaboré un plateau technique avec différents professionnels de santé, parce que nous, on amène sur la table les compétences d'ingénierie géographique, mais ce système-là, il est à profit du secteur de la santé. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il est important pour nous d'avoir eu un retour technique des professionnels de santé. Donc, en fait, on a monté un plateau technique pour dire, voici l'application, ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elle soit ergonomique et qu'elle permette justement qu'elle soit vraiment pragmatique. Et donc en fait, on a travaillé avec, par exemple, avec le laboratoire Biosoleil, qui nous ont fait part de leur retour. Mais effectivement, c'est important de les rappeler. Jamais aucune donnée à caractère personnel n'a trop cité au sein de nos locaux. Alors pourquoi ça coince sans vouloir faire du jeunisme? C'est une question de choc de génération. Une histoire de compétences. On sait que sans comment dire, jeter la pierre à personne, problème de formation. Quand on voit des jeunes comme vous arriver, on se dit, tiens, ceux-là, ils ont la dent longue. Je sais pas, j'essaie de comprendre. Donc, je compte sur vous pour m'apporter quelques réponses. Parce que pour moi, c'est totalement incompréhensible de voir autant de matières grises non utilisées à bon escient. C'est un problème de génération, Anaïs? Oui, je pense, oui. Et puis le fait aussi que ce soit des outils vraiment modernes et que peut-être que il y a un problème de maîtrise. De maîtrise de ces nouvelles technologies. Mais nous, ce qu'on fait aussi quand on développe un outil, c'est qu'on valide tout ce qui est ergonomie. Et donc, c'est vraiment des outils faciles à prendre en main. Et ça en prend du temps et la patience pour le mettre en place. Donc pour vous, ce sont un problème de génération, des gens qui ne maîtrisent pas les outils, donc ça fait un peu peur. C'est un des points importants. Se faire connaître aussi, c'est pas évident. Là, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir parler sur une onde radio, mais c'est pas tout le temps qu'on nous fait confiance et qu'on nous donne la parole. Et qu'on nous donne des rendez-vous pour pouvoir s'exprimer. Ça aussi, selon vous, c'est un manque? Oui, beaucoup. Ouais. Ça manque quelque part. Écoutez, Radio Pays, à chaque fois que nous pouvons le faire, nous le faisons bien volontiers, puisque quand les jeunes nous disent qu'ils ont des choses à dire, donc nous faisons le plaisir de les recevoir et de les laisser s'exprimer. Alors je rappelle à nos auditeurs que le standard n'est pas fermé, ils peuvent toujours nous contacter au 05 94 25 76 25 si vous voulez apporter votre encouragement ou si vous voulez tout simplement poser des questions à ces jeunes. Alors le temps de maturation de cette société Synergie Group, ça a duré combien de jours, combien de nuits blanches, ou alors combien de mois ou années? Alors en fait, on a d'abord créé une première société qui s'appelait AK Architecture, en fait, qui s'appelle, la société est toujours en exploitation.
Et en fait, au fur et à mesure, on a commencé à se diversifier et on a vu qu'au final, la partie ingénierie prenait un peu le pas sur la partie architecture. Et donc du coup, il nous a paru opportun de céder justement ces deux activités en deux sociétés. Donc une Synergie Group où là on est vraiment vraiment dans de la synergie, vraiment dans des projets divers tels que l'exploitation des bâtiments ou tels que la conception de systèmes géographiques. Et en fait, donc du coup, Synergie Group, en quelque sorte, l'héritier de la architecture qui a été créée en 2016. D'accord. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose, Anaïs? Non. En fait, c'était aussi l'idée que laisser un peu plus de place à la partie ingénierie et toutes les idées qu'on a autour de l'architecture et qu'on aimerait bien développer. Et vraiment mettre en avant le fait qu'on est vraiment pluridisciplinaire et que c'est le fait de d'associer toutes ces disciplines qui font qu'on arrive à créer des choses. Voilà, il est 12h18 sur Radio Pays. Je vous rappelle que je reçois les membres fondateurs du groupe Synergie Group, société multidisciplinaire qui regroupe des architectes, ingénieurs ainsi que des analystes financiers. Alors sur le plateau, nous avons avec nous Anaïs Kang qui est architecte et Olivier Osier-Lafontaine qui travaille dans les systèmes de maintenance aérospatiaux. Les autres avions qu'à voler, c'est Thibaut l'avion, c'est ce qui change Olivier parce que il travaille l'essentiel et moi, je me ferai un plaisir de regarder à chaque fois et je me dirais dire qu'il y a un Guyanais qui a travaillé sur ça. Alors, vous connaissez beaucoup de jeunes qui sont dans votre cas, qui souhaiteraient revenir au pays, qui ont des projets, qui disent non, moi je rentre pas, ça va être compliqué, ça va être difficile. Mais avant de me répondre, je vais prendre un appel. Radio Pays, bonjour. Hello, bonjour. Oui, bonjour. Je suis en direct. Oui, vous êtes en direct. Votre prénom? Oui, le prénom c'est Victor. Salut donc, Victor. Donc je prends l'émission en cours. C'était juste pour souhaiter un bon courage à ces trois jeunes. Et puis que j'ai particulièrement eu l'occasion de traiter avec eux, puisque au niveau architecture, ils parlaient de Dakar Conception, ils ont fait les plans de ma maison. Ah. Voilà, donc je suis très satisfait. Très satisfait. Et voilà, je voulais le noter. Alors ça veut dire, Victor, pendant que vous étiez à la plage, en train de dire, je vais prendre leur langage de jeunes, en train de siroter un petit jus de coco, un petit dit de l'eau de coco, ils s'occupaient de tout, quoi. C'est ça. En tout cas, sur la partie plan de ma construction, et non seulement ils ont pu apporter un petit plus, c'est que AK Conception, architecture, ils sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est écoquartier, en fait, tout ce qui est habitation écologique. Donc, sans hésitation, je me suis tourné vers eux. Qu'est-ce qui vous a séduit chez eux, Victor? Parce que souvent, on en parlait en préambule, comme vous prenez l'émission en cours, que ces jeunes disaient eux-mêmes qu'on a du mal à leur faire confiance. Et pourquoi vous les avez fait confiance alors? Parce que moi-même déjà, je suis jeune. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était vite réglé. Et puis aussi, comme ils sont ingénieurs, architectes, donc voilà, je leur ai donné toute ma confiance sans hésiter. D'accord. Surtout les jeunes, en tout cas les jeunes comme ça qui retournent au pays. Il faut les pousser. Qui veulent développer justement les activités, il faut pas hésiter en fait. D'accord. Moi, je conseille à toute la population de faire autant de même, et même nos élus qui nous écoutent, de faire de même. Voilà. D'accord. J'espère que le message va passer. Il n'y a pas de raison. Vous aurez plus temps d'étendre. Voilà. Merci Victor. Merci Victor. Nous prenons notre appel. Radio Pays, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est à vous. Vous êtes à l'antenne. Votre prénom? Très bien, c'est Silvio. Bonjour Silvio. Voilà. J'appelle tout d'abord pour féliciter ces personnes qui ont cru en la Guyane. Mais ma question est celle-là. Quelle vision qu'ils ont de la politique? Je parle de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire je parle de l'économie et du social. Voilà, telle est ma question. Je vous remercie. Vous retenez la question, on va y répondre tout à l'heure parce qu'il y a encore d'autres appels. Très bien. D'accord. Au revoir. Au revoir. Beaucoup de gens souhaitent vous parler en tout cas. Radio Pays, bonjour. Allô? Oui, allô, Radio Pays, bonjour, votre prénom?
Oui, bonjour François. Oui, François, nous vous écoutons. J'ai pris l'émission en cours aussi et j'ai entendu écoquartier, habitation écologique. Alors ma question est simple, vous avez peut-être déjà abordé le sujet, mais est-ce que vous faites de la récupération d'eau systématique dans vos maisons? Parce que moi, lorsque j'ai construit, c'était la croix et la bannière. Il y avait des architectes qui prétendaient faire des maisons écologiques. Et lorsque j'ai parlé de récupération d'eau, personne ne savait faire. Alors que c'est simple. À la fin, j'ai dû prendre deux fosses septiques que j'ai modifiées. Et puis, finalement, j'ai fait descendre toutes mes gouttières dans ces fosses septiques, puis partir dans l'eau pluviale pour faire un système de récupération d'eau avec une centrale. Voilà, c'est pas compliqué à faire, mais c'est pas proposé. Donc c'est pour savoir que eux ils le proposent systématiquement. D'accord, ils sont en train de noter pour répondre de façon groupée à toutes les questions parce qu'il y a encore d'autres appels. Merci pour votre appel. Radio Pays, bonjour. Oui, bonjour Dominique. Oui. Moi c'est Ricardo. Oui, Ricardo. Alors j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes d'un certain âge qui appellent. Ça veut dire que le Guyanais en fait, il a un peu confiance en fait. Il cherche à savoir. Il faut un peu confiance aux jeunes. Le jeune, c'est un terme très imprécis. Oui, tout à fait. Oui. C'est pour ça que j'ai parlé de jeunisme, pas de jeunisme. Oui, voilà. Alors, il faut savoir que des jeunes Guyanais qui sont dans leur cas, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Hélas. Et je pense que là où ils ont fait la différence, c'est qu'ils ont su se mettre ensemble. Alors, si j'ai bien compris, c'est une bande de copains qui se connaissent depuis très longtemps. Tout à fait, oui. Et c'est là où ça change tout. C'est vrai que... et chacun dans sa compétence. Oui, voilà, effectivement. Moi, par exemple, je travaille tout seul dans mon coin. C'est très compliqué de continuer à avancer. J'ai bien noté la question tout à l'heure que tu avais demandé aux jeunes. Pourquoi ça? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, ils vont pas se lancer dans la gueule du loup. Ah non, il faut pas, non. Je veux surtout pas que ça leur arrive. Voilà, parce que il y a bien entendu, il y a un souci au niveau, on sait qu'ils maîtrisent, ce sont des personnes, c'est pas leur faute, les acteurs politiques d'aujourd'hui. J'ai pas envie de leur jeter l'opprobre. Je pense qu'ils sont mal conseillés. Il y a des gens qui sont très actifs, qui sont très compétents au niveau politique, mais ils sont mal conseillés tout simplement. Ils ont mal choisi leurs conseillers pour tout ce qui est nouvelles technologies, les nouvelles normes, etc. Et je pense qu'il est là le problème. D'accord. C'est pas le politicien lui-même, c'est toute l'équipe. Donc, je fais un appel à la population guyanaise. Veillez bien à qui vous votez, parce que c'est eux qui ont une certaine maîtrise pour voter les appels d'offres, pour décider qui répond aux appels d'offres. Donc, ils ont bien fait de ne pas répondre. Les jeunes font très attention parce que malheureusement... tout peut être très mal interprété, oui. Voilà, ça peut être mal interprété. Et c'est dommage. Ça, c'est un aveu d'impuissance de la Guyane pour se dire que, en fait, on a les compétences, on veut faire, mais il faut un peu se taire, il faut un peu faire attention à ce qu'on dit. C'est malheureux, malheureux. Et je voudrais féliciter Radio Pays, parce que tu vois, je vais te dire un truc entre nous, Dom, et je vais finir là. Alors là, c'est pas entre nous, parce qu'il y a tous les réseaux sociaux qui fonctionnent. Et non, tu vois, Radio Pays, tu vois, ils n'ont pas attendu. C'est une bande de copains qui se sont réunis, ils ont monté un business plan, ils ont vu que ça pouvait marcher, ils se sont lancés. Vous êtes une radio privée, vous êtes jeune dans votre entreprise. Donc je pense qu'elle est là la réponse. D'accord. Il ne faut pas trop attendre sur le politicien. Il faut faire monter des projets, des références et aller de l'avant. D'accord. Je pense qu'il faut être il faut y aller. Il faut pas trop attendre. Faut pas être trop. Faut pas faire un peu de victimisation. Il faut y aller. Faut pas attendre sur les gens. D'accord. Mais merci pour l'appel. Merci pour l'appel. À bientôt. Alors, la question politique, on va laisser de côté gentiment. On va pas aborder cela. S'il y a quelqu'un qui devrait l'aborder sur le bateau, ce sera moi. La récupération d'eau, c'est important, ce qui vient de dire le monsieur. Oui. Oui, c'est important. Madame l'architecte. C'est important et on l'a déjà fait au sein de certains projets au sein de l'écoquartier. En fait, on le propose, mais après, c'est au client de prendre sa décision. On ne peut pas l'imposer. C'est pas quelque chose qu'on impose, mais on peut le proposer. Ça coûte pas beaucoup plus cher, non? Non, ça coûte pas beaucoup plus cher. Après, c'est juste travailler avec les entreprises qui peuvent le mettre en œuvre, tout simplement.
D'accord. Alors oui, nous continuons avec nos questions parce que bon, parmi les internautes, j'étais en train de lire en même temps que vous m'en pensez. Il y a beaucoup de félicitations, notamment Émile Coeta qui vous félicite, Denis Saleg. Nous avons Jean-Pedro Ménien qui vous écoute, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, Hugues Desgras est là aussi, Éric Paliès. On a envie de dire à tous ces gens bonjour, tous ces gens qui nous suivent tous les jours, comme Christophe Madère, comme Dodo Tikos. Tous ces gens-là sont très à l'écoute et ils vous adressent franchement les félicitations et les encouragements. Alors, vous pensez qu'aujourd'hui, votre force, c'est que vous avez su vous allier et que, j'ai envie de dire... par exemple, Olivier, vous n'allez pas marcher sur les plates-bandes de Luigi. Luigi ne vient pas marcher sur les plates-bandes d'Anaïs. Anaïs ne va pas marcher. C'est ça votre truc? Que chacun reste dans son domaine de compétences? On se complète. Je dirais vraiment que c'est le compromis. D'accord. Parce que là, effectivement, on dit oui, on travaille ensemble et tout, etc. C'est beau et tout, mais quand il faut faire des compromis, effectivement, il faut savoir justement comprendre quelles sont les contraintes de l'autre pour pouvoir nous faire des compromis. Et c'est un peu le fait qu'on travaille ensemble depuis maintenant quelques années, que effectivement, on sait que si jamais on fait ça, peut-être au niveau de l'investissement initial ça a passé, mais au niveau de la rentabilité sur le long terme, ça n'aurait peut-être pas été intéressant. Et en fait, justement, le fait de travailler ensemble permet justement, avant même que l'autre dise ok, là ça passe pas, se dire ok. Ça vous permet d'anticiper déjà. Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Alors, autre question, je suis en train de regarder ma petite feuille. Et Luigi, quand il fait son... On va parler de lui, même s'il est absent. Il doit certainement nous écouter. Son rôle en tant qu'analyste financier, c'est un rôle particulier aussi. C'est lui qui va chercher les financements, c'est lui qui va conseiller le client au niveau finance. C'est ça son rôle ou ça va plus loin que ça, compte tenu de ses diplômes? Mais en fait, ça va plus loin parce qu'en fait, justement, comme je l'ai dit au début d'émission, l'ingénieur, c'est avant tout une capacité d'adaptation et une capacité à identifier des problèmes et à les résoudre. Et en fait, justement, c'est que un projet immobilier, le plus souvent, c'est à des faits d'investissement locatif. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est important de montrer aux clients que nous, derrière, on va pas faire un projet qui est juste beau à regarder, performant sur le plan énergétique, mais qui fera également plaisir sur le portefeuille. Et c'est vraiment, je dirais, la signature Synergie Group. Vous lui proposez une projection, en fait. Exactement. On est vraiment d'une simulation sur 30 ans du bâtiment. La taxe foncière, on va la simuler. Les vacances locatives, on va la simuler. Tout ce qui est réparation, on va aussi le simuler. C'est vraiment faire en sorte que trop souvent on se dit ok, je vais percevoir des loyers de 700 euros, mon crédit il est de 700 euros. Termine quand, se termine à telle époque, etc. Ouais, ça, mais souvent les gens font le raccourci. Si jamais j'aurais un loyer par exemple de 700 euros, mais des mensualités de prêt à 700 euros, j'aurai de ma poche 200 euros par mois. Ce qui est faux. Parce que derrière, vous aurez beaucoup de frais, notamment ce que j'ai dit, mais aussi par exemple l'impôt sur les revenus fonciers. Donc en fait, c'est important de pouvoir anticiper tous ces frais-là, parce qu'une fois que le bâtiment est construit, s'il n'est pas rentable, il va falloir assumer. Et alors que si jamais on s'était posé avant et on avait justement déterminé à tiens, à ce niveau-là, je ne suis pas rentable, ben en fait, c'est sur les 30 ans d'exploitation que justement, on va pouvoir bénéficier de réels revenus. D'accord, donc c'est un véritable carnet de bord que le client il a en face de lui, quoi. C'est vraiment un projet immobilier. Le plus souvent, c'est un projet que va garder toute la vie. Ça sera par exemple notre patrimoine pour la retraite. Et c'est pour ça qu'il est important, avant de s'engager, de pouvoir s'assurer que le projet est bien rentable. Parce que trop souvent, il y a des idées reçues. De l'immobilier, on ne peut pas perdre d'argent. Et c'est complètement faux. On peut perdre beaucoup. Et donc, c'est pour ça qu'il faut tout calculer avant. Et là, il y a beaucoup qui vont s'interroger par rapport à ce que vous venez de dire, là.
Ah bon, l'immobilier en perd de l'argent, oh là là, vous aurez des contacts là, monsieur. Ah oui, mais c'est sûr, souvent on a des clients qui viennent nous voir et disent ok, bon, ben là je vais faire tant d'appartements sur par exemple ce terrain-là. Après qu'on ait parlé avec eux, le projet a totalement changé. Totalement changé, oui. Vous contentez pas de construire, c'est-à-dire que, je sais pas moi, bon c'est ma commune de naissance, j'en parle tout le temps, n'en déplaise à certains, j'ai un terrain à tout poisson, vous venez, vous regardez, moi pendant ce temps je vais à la pêche, vous occupez de tout, jusqu'à me dire dans 30 ans, monsieur, voilà ce qui va vous rester ou voilà comment vous pouvez vendre. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça, puis en plus, on va un peu plus loin, c'est que quelque part, par exemple, on va venir voir comment est-ce qu'on peut vous positionner sur le marché. On va analyser toutes les annonces. On va venir justement, ça c'est le travail de logique qui va faire un algorithme qui va venir justement, ok, la moyenne de T4, c'est à peu près ça. Donc en fait, notre travail va pas seulement s'axer justement sur la maîtrise des coûts, mais également sur comment vous pouvez vous positionner au bon prix sur le marché. D'accord. Alors, Anaïs, aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes dans le métier d'architecte. Oui, comment vous avez voulu embrasser cette carrière ? En fait, depuis petite, j'ai toujours été passionnée par l'architecture, notamment par le dessin, et puis ça s'est après transformé en architecture. Et les maisons créoles m'ont beaucoup touchée dans mon enfance, et c'est ça, depuis le collège, je suis cette ligne de route. Et quand on voit toutes ces maisons créoles à Cayenne qui tombent en décrépitude, pas Cayenne simplement, dans toutes les communes de Guyane, ça fait beaucoup de peine. Mais il faut les fonds. Faudrait avoir des fonds pour pouvoir les rénover et puis les mettre en valeur, parce que c'est notre patrimoine. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, dans votre groupe que vous pourriez proposer, par exemple, aux collectivités, aux particuliers qui vous démarcheraient pour cela ? En fait, trop souvent, on observe qu'il y a du patrimoine à Cayenne qui est bien placé et qui n'est pas forcément mis en valeur. Mais ça, je dirais que c'est un problème qui dépasse nos compétences, parce que ce problème-là doit être géré au niveau des collectivités. Tout à fait, oui. Et au niveau des particuliers, il y en a qui vous ont déjà sollicité sur ces anciennes maisons créoles, non ? Oui ou non ? Non ? Oui. Pas encore, oui. Oui. D'ailleurs, on a fait pas mal d'interventions sur des maisons qui sont classées. Justement, on a toujours travaillé de manière très efficace avec l'architecte des bâtiments de France, que je salue aujourd'hui, Monsieur Faucobert. Mais on a toujours eu justement de bons retours et un travail qui était constructif avec l'architecte des bâtiments de France sur ces missions-là. Et c'est quoi la difficulté, par exemple, je vous pose la question, mais Olivier aussi pourra répondre. C'est quoi la difficulté de travailler sur ces maisons ? Mais en fait, les matériaux, En fait, c'est déjà, pour le maître d'ouvrage, c'est de comprendre qu'effectivement, que des fois, le patrimoine culturel pèse au même prix que le patrimoine individuel. Émotionnel peut-être, non ? Non, en fait, non. C'est que quelque part, vous avez une maison qui est classée. Certes, c'est la vôtre, mais du fait qu'elle soit classée, elle appartient également au patrimoine de la ville. Donc, effectivement, vous avez le devoir d'en prendre soin, de le restaurer, de garder l'esprit, justement, de l'architecture d'antan. Et c'est un petit peu ce travail d'acceptation qui est un peu difficile à faire, parce qu'effectivement, ça peut générer des surcoûts. Mais là, justement, c'est aussi notre travail de peser les pour et les contre, de les amener auprès de l'architecte des bâtiments de France, où justement, donc, ce dernier, devant justement les enjeux de coût, va faire un arbitrage. Et en fait, le plus souvent, ça se passe bien, parce qu'on arrive à garantir les intérêts des os et chacun. D'accord. Alors, nous avons un appel que nous allons prendre tout de suite. Radio Pays, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Votre prénom ? C'est Jean-Marc. Oui, Jean-Marc. Oui, mais la chose qui est un peu triste ici, c'est que nous voyons des constructions et nous voyons toujours encore des choses qui se construisent ici et qui ne se construisent pas en prenant en compte vraiment, la nature.
beaucoup de constructions se construisent comme à l'époque, voilà quoi. On détruit les arbres, on détruit tout ce qu'il y a autour, et puis on fait pousser du béton. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que véritablement toute construction aujourd'hui qui se fait surtout en Guyane avec l'immensité de sa forêt et de sa nature autour, de prendre en compte véritablement le vent, le soleil, la pluie, l'eau, tous les éléments de la nature et tous les éléments naturels avec de la construction en même temps. C'est-à-dire créer une harmonie entre construire en harmonie avec tous les éléments naturels et de la nature. Moi je dis que vraiment c'est ce qui peine de voir qu'on construit toujours brutalement et on ne prend pas en compte la nature avec ses éléments et comment harmoniser construction et phénomènes naturels pour que tout ça soit en harmonie, que l'eau soit en harmonie avec les nouvelles constructions, que vraiment les architectes, tous les maîtres d'ouvrage, tout cela prennent en compte tous les éléments naturels autour et construisent pour que tout soit en harmonie. D'accord, merci pour votre appel, merci beaucoup. Alors, je pense que quand on parle d'écoquartier, ça tient compte de tous ces paramètres, vent, pluie. Oui, ça c'est des éléments qu'on prend dès la conception et même au niveau des politiques, au niveau des règlements d'urbanisme, de plus en plus, en fait, on nous contraint à avoir des espaces verts, à bien maîtriser l'écoulement des eaux pluviales. Ça, c'est des questions très importantes que dans beaucoup de communes, ils font très attention. Et nous, du coup, en conception, on le prend en compte. Et aussi, il y a toute une réglementation derrière. On fait pas n'importe quoi quand on construit. C'est très balisé. C'est très balisé. Voilà, on a des réglementations techniques du bâtiment, acoustique, aération, ventilation, et au niveau de l'ensoleillement. Enfin voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et ça, bien entendu, on le prend en compte dès la conception. D'accord. Alors, sans critiquer personne, ni donner de nom, nous sommes quand même dans un climat tropical en Amérique du Sud. Est-ce qu'il y a des constructions qui vous choquent? Vous dites, mais comment on a pu construire ça là par rapport à votre jeune expérience ou ce que vous avez appris? Il y a des choses qui vous choquent? Oui, souvent on veut faire comme en métropole, enfin comme en France, des maisons cubiques, sans toiture, toiture plate. Simplement, c'est pas adapté. Enfin, moi, à mon sens, c'est pas adapté au climat. On a beaucoup de pluie, on a beaucoup de soleil, et en fait, il faut protéger la maison. Et donc, la toiture est en fait un élément essentiel dans la construction. Mais il y a des moyens, en fait. On trouve des moyens de rendre des constructions modernes à nos clients. Voilà, il faut de la créativité tout simplement. D'accord. Et, ça, on l'a. Et là, c'est pas vous qui le dites, c'est Dominique Nugent qui le dit. Oui, on constate simplement que ce sont des architectes venus d'ailleurs qui repartiront ailleurs, qui viennent construire, et puis ça n'a rien à voir avec notre climat ni notre environnement. Nous prenons un appel au 05 94 25 76 25. Radio Pays, bonjour. Bonjour Dom. Oui, bonjour Raphaël. Comment vas-tu? Ça va, merci. Je voudrais déjà féliciter tes invités. Je les remercie qu'ils soient là et j'espère sincèrement que la société va prospérer parce que moi j'attendais ça en fait. J'attendais une initiative comme ça de jeunes qui sont partis, qui reviennent et je les applaudis franchement bien fort. Et moi ce que j'aimerais savoir c'est justement par rapport à leur société. Comme j'ai cru comprendre qu'ils s'occupaient des rénovations des maisons anciennes de Cayenne et des environs. Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que justement, par rapport aux rénovations, j'ai pu comprendre qu'il y avait des problèmes avec souvent les propriétaires qui voulaient pas justement, on va dire, habiller la maison à l'identique comme avant. Et du coup, est-ce que par rapport à ça, est-ce qu'ils ont une aide de la mairie ou du département afin de réhabiliter la maison? Parce que c'est clair qu'il y a un coût derrière ça. Et le coût généré, justement, est-ce que eux, ils amortissent? Est-ce que ça sera le département? Et en dernier lieu, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'ils ont des coordonnées parce que je viendrai les voir?
D'accord, bah écoute, tu restes à l'antenne et s'ils veulent donner à l'antenne, ils le donneront aussi. Nous prenons un autre appel au 05 94 25 76 25. Radio Pays, bonjour. Oui, bonjour Radio Pays, bonjour à vos invités. Oui. J'ai pris l'émission en cours. Oui. J'ai compris qu'on discute avec un groupement d'archis. Oui, de très jeunes qui sont revenus au pays pour mettre leurs compétences au service de la Guyane, quoi. Tout à fait. Et j'ai compris aussi une fibre écologique. C'est-à-dire, on parle de développement durable de construction adaptée à la Guyane. Tout à fait. Donc cette fibre-là, c'est aussi celle qu'on développe. Ça fait partie, je pense que... Alors moi, j'essaie de développer en Guyane la production de bâtiments hors site. Mm-hmm. Je vais pas détailler le sujet là au standard avec vous parce que c'est technique, on va dire. C'est technique, on va dire. Mais le principe, c'est faire du bâtiment durable en Guyane. C'est-à-dire un bâtiment qui est adapté à l'environnement, au tissu industriel local, à une qualité et une durabilité à l'épreuve du pays, par une industrie locale. D'accord. Voilà, ça c'est notre challenge, c'est ce qu'on développe actuellement et ce depuis à peu près une dizaine d'années. Puisqu'on peut pas, on voit bien que le bâtiment, la façon qu'on produit le bâtiment depuis 50 ans n'a pas beaucoup évolué. On voit bien que c'est toujours de la bâche, du béton. On sait qu'en Guyane, il n'y a pas beaucoup de sable, il n'y a pas beaucoup de ressources. Pour autant, on nous fait miroiter en tout cas, il y a une façon de faire qui a du mal à changer. D'accord. Mais on y vient parce qu'aujourd'hui, on doit produire du bâtiment écologique. Moi, ce que je voulais, c'est hors antenne, avoir le contact de vos invités. Écoutez, ce qu'on va faire, je pense que vous serez d'accord pour donner les coordonnées tout à l'heure. Ça dépend qui veut donner, oui. Ah oui. Ou bien si oui. Bon, sinon, Olivier, si tu veux le faire tout de suite. Alors déjà, je peux donner l'adresse du site internet www.synergie SYNERGY.SAS.fr. Entendu. Je vais prendre contact avec vous. Voilà, merci beaucoup. Un autre appel, Radio Pays, bonjour. Bonjour. Bonjour, votre prénom s'il vous plaît? Monsieur Pierre. Bonjour Monsieur Pierre. Je voulais demander à vos invités, est-ce qu'ils sont habilités à construire des immeubles en paille? Merci Monsieur Pierre, merci. Nous avons des auditeurs qui ont toujours la petite blague et tout. Moi, j'ai bien une maison en paille, mais peut-être pas un immeuble. Certainement pas. Donc, voilà, question sur l'écologie. Les immeubles sont-ils adaptés à la Guyane? On va pas donner dedans, mais apparemment, il y a du boulot à faire là-dedans. Hein? Oui, il y a du boulot et on fait le nécessaire. Bon, après, pour construire en paille, c'est particulier. Chose, oui. mais voilà, on fait ce qu'il faut. Et... Alors, pour ces constructions, c'est un problème de mentalité, c'est un problème décisionnel, ou alors peut-être un problème de coût? Alors, moi déjà, je dirais que c'est un problème de partage d'informations. Parce qu'il faut noter qu'il y a eu beaucoup de travail d'élaboration de standards. Je vais notamment citer par exemple l'Ecodome Plus, qui a été réalisé notamment fait par des institutions comme l'ADEME, aussi par rapport à l'AQUA, qui est très actif en Guyane. Donc en fait, moi je dirais que c'est un problème de communication. Parce qu'il y a des standards qui existent, qui décrivent comment prendre en compte l'environnement guyanais dans les projets de construction, mais que ces standards ne sont pas assez promus. Mais donc je dirais simplement qu'il y a un problème de communication à ce niveau-là, parce que ces standards sont de grande qualité et trop souvent sont oubliés. D'accord. Anaïs, vous voulez rajouter quelque chose? Non, et puis aussi, oui, comme vous l'avez dit, c'est vraiment
un souci aussi de coût et de volonté du client. Souvent, on préfère l'agglo à la terre cuite parce que on trouve que c'est beaucoup plus moderne et que la brique c'est ancien. Mais on peut la peine la brique. Oui, voilà, il y a des solutions et il y a moyen aussi nous, ce qu'on essaye aussi, c'est faire un peu de pédagogie, montrer qu'il y a d'autres matériaux et que ça peut être tout aussi moderne et embellir encore plus la construction. D'accord, parce que c'est vrai, il faut tenir compte du porte-monnaie. Au final, oui, un autre appel. Radio Pays, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour, madame. C'est à moi ? C'est à vous. Oui, alors je vous prends en cours de route, je me suis arrêtée au bord de route d'ailleurs. Voilà, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de jeunes architectes. Ouais. Le groupe Synergie, oui. Oui, le groupe Synergie. Je voulais savoir s'ils envisagent de construire genre mur en pisé, au lieu d'utiliser le béton armé, du bambou, des choses comme ça. Écopalme, enfin des choses très innovantes, mais qui se font déjà en Afrique. Et toit de paille, effectivement. Ça, c'est pas une bêtise. J'ai vu que vous avez rigolé, mais ça se fait. Non, le monsieur avait parlé d'immeuble. C'est pour ça que j'ai dit, la maison, oui, l'immeuble, peut-être pas. Oui. Mais... Donc, voilà la question. Et comme on a beaucoup de terre rouge, pourquoi ne pas l'utiliser, effectivement, même s'il y a effectivement une usine de briques BTC, briques de terre creuse ou briques de terre pleine, peu importe. Mais ce genre de construction qui conviendrait mieux, donc, à notre climat, et aussi bien au niveau technique au niveau, que ce soit esthétique, quoi. D'accord. Merci pour votre question. Restez à l'écoute. Ils vont vous répondre. Alors, moi, je vais juste ajouter que c'est bien d'avoir les idées, mais aussi, il faut mettre en concordance les idées avec, justement, les savoir-faire des artisans locaux. Et c'est vrai que, comme Anaïs le disait, nous, on fait beaucoup, justement, de pédagogie envers non seulement les maîtres d'ouvrage, envers aussi également les artisans, mais in fine, au bout d'un moment, on finit par se heurter parce qu'il est compliqué de sortir de sa zone de confort. D'accord. C'est compliqué, quelqu'un qui a toujours travaillé avec l'agglo, dire ok, on va essayer ce procédé-là, mais si tu te vionnes, c'est ta responsabilité, c'est ton assurance. Et donc c'est pour ça qu'il est compliqué de sortir de sa zone de confort. Nous sommes dans des habitudes. Mais il faut le faire. Oui. Nous sommes dans des habitudes, et les habitudes sont ténaces, surtout les mauvaises. Oui, et puis aussi, c'est tous ces matériaux-là qu'on essaye de recenser. On travaille dessus, en fait, à côté. Et pour nos outils, notamment pour l'appel à projet qu'on a lancé pour les outils, on essaye vraiment d'intégrer tout cela et d'en apprendre davantage et pour pouvoir après en disposer plus facilement lors des constructions et proposer aux clients. Alors, je vais essayer de poser une question peut-être un peu bête. Le bon matériau, ce serait quoi, par exemple? Je vais faire une maison. Vous me dites, voilà, monsieur Nugent, ce serait quoi? J'ai envie de dire les choses idéales. En fait, on ne peut pas dire quel est le meilleur matériau, parce que chaque matériau est adapté à un usage donné. D'accord. Et en fait, vraiment, pas seulement par rapport à un usage donné, mais par rapport à des contraintes. Et chaque terrain a ses propres contraintes. Vous aurez des terrains qui sont aux potes, des terrains qui prennent l'eau, des terrains qui sont, par exemple, il n'y a pas de végétation pour apporter de masques pour pouvoir atténuer les rayonnements du solaire, enfin les rayonnements du soleil. Donc en fait, il n'y a pas de matériau idéal. Mais par contre, il y a des matériaux qui sont adaptés par rapport à des contraintes données qui sont données par la nature du terrain, par aussi la nature du projet. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de matériau idéal. Il n'y a que des matériaux qui sont adaptés par rapport à des contraintes. D'accord, nous avons un appel au standard. Radio Pays, bonjour. Oui, monsieur Nugent. Oui, votre prénom, s'il vous plaît. Bonjour à vous inviter, c'est Sergio à l'appareil. Oui, Sergio. D'abord, féliciter ces trois jeunes, même s'ils sont que deux sur votre plateau. Oui, mais l'autre écoute, hein. Il est dans la salle des marchés à Londres, à la City, mais il écoute. Qui s'exprime très bien, puisque les choses sont clairement dites. D'abord, les encourager, parce qu'au-delà de les féliciter, il faut encourager à pouvoir concrétiser et aller au bout des idées et des projets qu'on doit mettre en œuvre pour faire avancer, évoluer un petit peu les choses, et puis surtout proposer une alternative. Je crois que c'est bien de pouvoir se lancer dans ce domaine. C'est loin d'être facile, puisque certains ont déjà un petit peu
la mainmise en Guyane, arrivent en terre conquise et font un petit peu ce qu'ils veulent et orientent malheureusement le choix des potentiels clients, des potentiels propriétaires. Et on est dans un esprit, je crois plus que jamais, de prise de conscience par rapport à du développement durable. Donc, on a un très beau terrain de jeu en Guyane qui permet cela. Donc, je les encourage à aller au bout. Ma question, je crois que c'est en soi, si on peut résumer, un bureau d'études. Est-ce qu'ils ont déjà un carnet d'adresses, je parle en termes de pour aller au bout d'un projet, des promoteurs qui travaillent avec eux, des artisans, et est-ce qu'ils ont possibilité de pouvoir nous parler de projets qu'ils ont concrétisés ou illustrés sur, je ne sais pas si c'est possible sur le site, qu'on puisse avoir une idée un petit peu de leurs travaux. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Le monsieur souhaiterait savoir, est-ce que vous avez déjà des projets, est-ce que vous avez un carnet d'adresses, tout ça. Bon, il y a des choses qui peuvent se dire et d'autres pas, je suppose. Alors, vous allez faire quoi? Les renvoyer vers le site internet, peut-être, non? Entre autres. Exactement. Alors, en fait, on dispose d'un carnet de référence qu'on a appelé le Pressbook, que vous pourrez trouver sur notre site internet, d'une part pour Synergie Group et également pour AK Architecture. On essaie de communiquer le moins possible sur nos projets, parce qu'on fait beaucoup de projets pour les professionnels, et en fait, par rapport à la concurrence, c'est quand même bien que les concurrents ne soient pas au courant des projets des autres, et en particulier de nos clients. Donc en fait, c'est pour ça qu'on essaie de communiquer le moins possible, de rester maître de notre communication. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je vais vous renvoyer vers le site internet. Voilà, vous partagez le propos, Anaïs? Oui, tout à fait. On a peur d'être copié. Vous apprenez vite quand même, hein? Bon, après ça saute à l'école aussi, hein, sinon pas la peine. Sinon, c'était vraiment pas la peine. Alors, nous arrivons pratiquement au terme de l'émission. Ben, on va saluer Luigi. On espère qu'il a eu beaucoup de travail ce matin, parce que plus de travail, mais pour apporter son concours à la société, n'est-ce pas? Je rappelle à tous nos auditeurs que nous étions avec Synergie Group, créé par 3 jeunes Guyanais, une Guyanaise et deux Guyanais. Tout ça pour dire que ça aussi, ça fait partie de l'ADN de Radio Pays, de donner la parole à nos jeunes, surtout quand ils reviennent au pays. Parce que dites-moi, je suppose que vous avez eu des propositions ailleurs. Vous auriez pu rester à l'extérieur. Oui, tout à fait. Et vous avez fait le choix de rentrer. Oui. Mais aussi, c'est pourquoi on a conçu notre propre boîte. C'est parce qu'on voulait partager notre vision de la construction et puis de tous les autres projets qu'on a autour. Et puis aussi en faire part aux jeunes Guyanais. C'est possible, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on prend la parole aussi. Et surtout, s'il y en a d'autres comme nous, ne pas hésiter à vous contacter et à en parler, parce que plus on en parle et plus on devient fort. Et moi, particulièrement par le biais de l'association Guyane en Vol, où on parraine des jeunes Guyanais qui sont un peu indécis au début de... Vous parrainez déjà? Oui. Ah, je connaissais pas ce volet-là. Vous êtes des petits cachotiers, là. Voilà, on s'entraide ça fera l'objet d'une autre émission, oui. C'est fort intéressant ce que vous venez de me dire. Entre jeunes, on s'entraide, et c'est par le biais de Guyane en Vol. Guyane en Vol. Voilà, la cofondatrice, c'est Cynthia Sagne. D'accord. Et j'ai trouvé son approche très intéressante. Et moi, j'aurais aimé que plus jeune, au début avant de commencer mes études, de pouvoir être orientée par des jeunes qui sont revenus, qui ont fait l'expérience et qui peuvent partagent, en parler. Oui. Voilà. D'accord. On va prendre un tout dernier appel. Alors, je demande à l'auditeur si c'est une question de faire vite, parce qu'après, la rédaction va me taper sur les doigts. Radio Pays, bonjour. Allô? Ah, la personne... Allô? Oui, allô, Radio Pays, bonjour. Allô, Dominique? Oui. Oui, c'est Luigi là, dans l'appareil. Luigi. Ça va, Luigi? Alors, tu nous appelles d'où? Oui, ça va, oui. De Londres. De Londres. Ouais, il y a eu beaucoup de travail. La fin des marchés, là. Alors, il y a eu beaucoup d'échanges aujourd'hui. La bourse de Londres, ça a augmenté, ça a chuté?
Ouais, ça va, on va dire que c'est stable. Bon, d'accord. Ça bouge. Voilà. Luigi, merci de comment dire de nous appeler. La rédaction comprendra que je vais quand même prendre 2-3 minutes pour consacrer à Luigi. Luigi, on parlait des difficultés. On parlait des difficultés que nos jeunes ont à revenir au pays. Quand ils souhaitent travailler, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est un sentiment que vous aussi vous partagez avec d'autres? Alors, personnellement, je ne pourrais pas le dire parce que je ne l'ai pas essayé moi-même. D'accord. Malheureusement, certains pourront dire. Ou heureusement. Mais en fait, je pense, oui, heureusement. Ça dépend de, oui, voilà. En fait, je pense que par rapport aux différents retours que j'ai eus, je pense que ça dépend de la situation. Parce qu'on a eu des cas positifs. Il y a eu des cas où des gens qui ont dit que ça s'est très bien passé, ou d'autres, ça a été beaucoup plus compliqué. Bien évidemment, entre la différence entre la France et la Guyane, les façons de travailler sont différentes, les méthodes sont différentes. Les approches, et donc, bien évidemment, c'est voilà, les approches. Il y a de vraies différences. Donc, en effet, à ce niveau-là, ça a pu être compliqué pour certains. Et puis après, il faut pas se le cacher, sans politiser. Quand un jeune Guyanais rentre, on considère qu'il veut rentrer. Donc peut-être ce qu'on va lui proposer ne reflète pas vraiment son niveau. Par exemple, un extérieur venait. D'accord. Ça veut dire qu'il va être désavantagé par rapport à. Alors après, comme je vous dis, c'est pas le cas général. C'est des exemples que j'ai eus. Voilà, des exemples de personnes qui sont rentrées. On leur a proposé des packages qui sont peut-être moins bien fournis parce que ce sont des locaux. D'accord. Qu'on pourrait proposer à quelqu'un d'extérieur. Alors, comment voyez-vous l'avenir de Synergie Group ou peut-être de la Guyane avec Synergie Group? Alors, je pense qu'Olivier et Anaïs ont très bien détaillé toutes nos activités. Alors, c'est vrai que vers la fin, on était beaucoup plus axé sur l'architecture. Mais c'est vrai que nous, en fait, on veut amener la construction, on veut mêler la construction et l'innovation. Ça veut dire, de par tout ce que l'on a mis en œuvre, tout ce que l'on a créé comme outil, cela permet d'aller plus vite, de prendre une prise de décision beaucoup plus rapide, parce que de nos jours, alors bien évidemment, je mets de côté la qualité du réseau Internet en Guyane, mais il faut prendre la décision rapide. Ça veut dire qu'on est en 2020, on peut pas se permettre des heures et des années pour construire. Il faut qu'on aille vite. Notre population, on a une croissance démographique qui explose. Il faudra loger toutes ces personnes-là, et donc il faut penser maintenant la Guyane dans 20-30 ans. On entend souvent dire que la Guyane a 40 ans de retard, mais est-ce qu'il y a 40 ans, est-ce qu'elle avait été bien pensée ou est-ce qu'elle était pensée à court terme? D'accord. Donc, Synergie, nous, on a voulu créer Synergie justement pour coupler aussi bien la construction avec l'innovation. C'est pour ça qu'on a plusieurs pôles, la partie innovation et la partie construction, voilà. D'accord. Alors, ce sera ma dernière question parce que là, nous sommes vraiment arrivés au bout du bout. Il y a un message que vous souhaiteriez faire passer à tous ces diplômés que nous avons à l'extérieur du département qui occupent quelquefois des postes éminemment importants, pour leur dire qu'il faudrait peut-être revenir. C'est pas facile, mais vous souhaitez là-dessus peut-être agir en exemple, un message à faire passer? Que je ne sais pas que c'était à moi la question. Ah oui, un message à faire passer. Un message à faire passer, oui. Si après, comme je dis, je suis pas très bien placé puisque moi je ne suis pas dans cette situation-là, mais si des jeunes veulent rentrer, veulent montrer ce qu'ils savent faire, je pense qu'il y a quand même des sociétés en Guyane qui seront aptes à les accueillir et à leur donner les moyens pour montrer ce qu'ils savent faire, parce qu'il faut, c'est vrai que la jeunesse guyanaise est malheureusement en général mal vue, on va dire ça comme ça. Il y a énormément de gens qui font des études brillantes et qui ne veulent pas rentrer pour X raisons. Mais je pense que
c'est quelque chose qu'il faut promouvoir, parce que qui connaît mieux le territoire qu'un Guyanais? Exactement. Oui. Voilà. D'accord. Et la jeunesse guyanaise, qui connaît mieux le futur de la Guyane qu'un jeune qui est né en Guyane, ou qui a grandi, ou qui, voilà, peu importe, mais qui connaît son territoire. En tout cas, Luigi, merci de nous avoir appelés depuis Londres. Pas de problème, pas de souci. Voilà, il fait beau à Londres en ce moment? De nous avoir, on va dire qu'il fait un temps londonien. Bon, d'accord. Ils sont en train de se moquer de vous sur le plateau, hein? Ils sont en train de se moquer de vous parce que chez nous, soleil a pété sec. On va dire qu'il fait beau et que malheureusement, je sais que la situation est compliquée en Guyane, et je tiens à dire à toute la population guyanaise de vraiment de respecter les gestes, parce que nous, pareil, même à Londres, ou à Londres comme une grande ville, mais on a été confinés encore jusqu'il y a 2 semaines. Donc voilà, il faut savoir que ça dure partout, mais il faut potentiellement passer par là pour arriver à la fin de cette galère, quoi. D'accord. Merci Luigi. Merci, et puis bon courage pour la suite, et puis prenez soin de vous. À très bientôt. Ouais. Voilà, c'était Luigi Thiolade. Bien, ça tombe bien, il a appelé, comme ça on a pu avoir tout le monde. Eh bien, écoutez, on va se dire au revoir, en espérant en tout cas que ça va continuer à bien fonctionner. Et si jamais vous voulez refaire un petit tour par notre radio, les portes sont toujours ouvertes, seront toujours ouvertes. Merci. Merci Anaïs et merci Olivier. À très bientôt. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir appelés pour participer à cette émission. Nous remercions aussi les internautes. Et puis, comme tous les jours, à partir de maintenant, c'est le journal de 13h de notre rédaction. Quant à moi, je vous dis à demain. Et bon appétit chez vous. C'était le supplément pays avec la box 4G, une exclusivité de SFR Caraïbes. L'Internet très haut débit chez vous, tout de suite et sans attendre. Info motard. Arrivée de la toute nouvelle marque de moto, Royal Enfield en Guyane, chez Polymeca Village. Toute la gamme en stock, des motos robustes et fiables, idéales pour notre département, et tout cela à prix imbattable. Polymeca, le partenaire de vos passions mécaniques. Route de Baduel, 0594 28 70 10. Besoin de rêves, d'évasion, de beaux paysages? Plongez dans un tourbillon de détente, traversez les nuages à la rencontre du dépaysement, du soleil, du paradis. Envolez-vous au bout du monde grâce à TUI. TUI, votre agence de voyage de référence, située place du Marché à Cayenne. Ouvrez-vous à de nouveaux horizons et à des souvenirs inoubliables. Respirez, détendez-vous. TUI s'occupe de tout. Retrouvez-nous place du Marché à Cayenne. TUI, votre agence de voyage depuis 30 ans. Nous avons hâte de vous retrouver dans notre agence EDF. Dans le contexte actuel, EDF a pris ses responsabilités en reportant l'ouverture de votre agence. Alors rassurez-vous, aucune pénalité de retard n'est appliquée, aucune intervention de suspension d'électricité en cas de retard de paiement. Et comme les problèmes d'acheminement du courrier ont conduit à la réception tardive des factures par nos clients, nous avons mis en place un service simple pour le paiement de ces factures. SMS au 06 94 23 75 74. Votre conseiller EDF vous rappelle pour vous accompagner. Retrouvez tous nos services sur edf.gf ou sur l'application mobile EDF, Dom et Corse. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Papy, tu vas halluciner. Le parfum Paradis Cacahuète Grillée existe enfin en fruisson. Fruisson cacahuète grillée. J'ai l'impression de retrouver une seconde jeunesse avec ce berlingot glacé. C'est trop bon. Tu en as gardé un pour ton vieux